Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de nous avoir invités à présenter. Donc, on est bien contente d'être ici. Je vais représenter cette femme, non? Vous n'allez jamais l'oublier. Donc, le CETFOM, c'est un centre d'expérimentation et développement en forêt boréale qui fait de la recherche pratique vraiment dans le milieu. On sort des fois là, à l'extérieur de la région, mais on a quand même beaucoup de travail en région, donc on travaille avec les entreprises du milieu. On travaille dans le domaine de la foresterie, mais la foresterie at large. Donc, on travaille beaucoup sur les PFNL, incluant les petits fruits nordiques et la pollinisation des petits fruits nordiques. C'est pourquoi on présente ici aujourd'hui. Puis c'est ça, Mathilde, je suis bien contente qu'elle soit venue. Elle a été difficile à convaincre parce qu'elle est vraiment timide. Donc, on voit ici sur l'image le dispositif de Mathilde pour sa maîtrise, qui est un dispositif d'engrais vert. Puis comme je lui dis, c'est comme si elle créait des courtes pointes qu'elle vient déposer sur notre sol nordique pour venir le protéger. Donc, je trouve ça super beau, son dispositif. Donc, le CETFOB est basé dans les locaux du Cégep de Bécomo. Puis, on va vous parler aujourd'hui des engrais verts, mais avant d'arriver là, je vais vous parler un peu du parcours qui nous a amenés là, la recherche qu'on a fait avant. Donc, comme je vous disais, le CETFOM, on travaille vraiment en région. Sur la Côte-Nord, c'est quand même une très grande région. Puis, on travaille à la fois en basse Côte-Nord, moyenne Côte-Nord et haute Côte-Nord avec les entreprises, les organismes et les communautés du milieu. On essaie de travailler en appliquant le principe d'économie circulaire en agroalimentaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, dans le fond, les déchets ou les sous-produits d'entreprises, comme les entreprises du bois ou les usines de pêche qui vont produire des déchets intéressants pour produire des composts. Par exemple, là, je vais justement vous donner des idées, mais pas des idées, mais des exemples de ce qu'on fait. Mais on utilise ça pour faire des composts pour les petits fruits nordiques sur lesquels on travaille. On développe tranquillement des régies de production. On travaille un peu sur le bleuet, mais c'est surtout sur l'érel, la camarine, la chicoutée, la ronce arctique, qui sont des petits fruits rares, plus associés à notre région. Donc, c'est plus intéressant pour nous parce que c'est des fruits qui sont peu connus puis qui sont vraiment retrouvés dans notre région et non pas ailleurs. Donc, l'économie circulaire, bien, nous, on travaille à ce niveau-là aussi, au niveau de la pollinisation. Donc, on tente d'avoir une certaine autonomie de pollinisation. C'est surtout important pour les communautés qui sont isolées de la route. Donc, on travaille avec des communautés isolées qui ne veulent pas nécessairement ou ce n'est pas possible d'apporter des ruches là-bas parce que c'est trop loin. Donc, c'est ça, on essaie de développer des solutions alternatives pour ces communautés éloignées avec d'autres pollinisateurs, entre autres. On travaille aussi en apiculture avec les communautés qui sont un peu plus au sud. Donc, on développe une régie apicole nordique. Je ne vais pas assez vite. Donc, on travaille avec différentes communautés. Comme je vous disais, il n'y a pas seulement de la diversité culturelle à Montréal. Il y en a beaucoup sur la Côte-Nord, puis ça, c'est quand même assez surprenant. Donc, on travaille avec les communautés Innu, les communautés anglophones et les communautés francophones. Et comme je vous disais, on développe tranquillement des régies agricoles de petits fruits et de pollinisation des petits fruits nordiques. Oh, désolé. OK. Donc, l'historique de la recherche, depuis qu'on est sur la Côte-Nord en lien avec les domaines qui sont d'intérêt ici aujourd'hui, je vais vous les présenter ici, puis ça va vous donner aussi en même temps là, ce dont on va parler dans la présentation. Donc, premièrement, je vais vous parler des études de la pollinisation des petits fruits nordiques, mais vraiment courtement. Je vais vous parler de l'élaboration d'une régie apicole nordique, de la transhumance des ruchers et de la production de miel rare spécifique au nord, de la diversification des cultures qui nous amène sur l'essai d'engrais verts avec Mathilde, des engrais verts nectarifères, donc on les sélectionne pour ça, et pour la création de sols fertiles, parce que sur la Côte-Nord, les sols sont quand même très pauvres là, relativement à des régions comme ici. Et dernièrement, on va faire une parenthèse sur l'Osmia tersula, qui est une abeille pas très connue sur laquelle on travaille depuis plusieurs années.
Donc, la régie apicole qu'on a développée tranquillement sur la Côte-Nord comporte entre autres l'utilisation de caissons isolants qu'on voit ici, qu'on vient mettre sur les ruches, pas seulement pendant la période hivernale, nous on les met aussi tout l'été. Donc, on a fait de la recherche, puis on a déterminé que c'était vraiment ça qui était le plus efficace pour nous. Puis, ça permet dans le fond de garder la chaleur à la fois la nuit, au printemps, en été et à l'automne, et aussi garder la chaleur là, pendant les milieux, le temps hivernal. On laisse les ruches à l'extérieur sous la neige, puis on réussit quand même bien à avoir une bonne production, je veux dire, des bons résultats apicoles. Mais bon, je n'ose pas trop me comparer. C'est un peu gênant. C'est sûr qu'on est très au nord, nous, donc c'est beaucoup de défis, disons, par rapport à un apiculteur d'ici. On nourrit, là tantôt, Raphaël parlait du nourrissage, mais nous, on utilise le nourrissage de sirop de sucre et on donne aussi du pollen au besoin. Donc, au printemps, mais aussi durant la saison, ça peut arriver quand on voit qu'il y a un manque là, au niveau des ressources nectarifères, mais ça peut arriver qu'on donne du sirop de sucre et du pollen, mais ça, c'est plus rare, le pollen. Donc, en gros, on observe des dizaines de nectars en mai et aussi en juillet, parce qu'on a beaucoup de petits fruits qui fleurissent en juin, donc le mois de juin est plus facile. Et par la suite, au mois d'août, on a quand même assez de ressources nectarifères et pollinifères. Donc, on travaille aussi, il ne faut pas que j'oublie l'équipe de recherche. Donc, on travaille avec l'équipe du CRESAD et Marie-Ève Harvey, qui est apicultrice. L'équipe du CRESAD, mais là, on travaillait avec Nicolas Tremblay, mais on sait qu'il n'est plus là maintenant. On travaille avec Mélissa Girard, Martine Bernier et Georges Martin du CRESAD. Donc, la première étape qu'on a fait, c'est d'identifier les ressources florales qui étaient disponibles et d'intérêt nectarifère sur la Côte-Nord. Donc, la Côte-Nord, c'est un milieu qui est vraiment forestier. Il n'y a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'agriculture. Donc, ce qu'on a trouvé comme ressources au mois de mai, c'était les pissenlits, saules et les tourbières. On a beaucoup de tourbières avec différentes espèces qui vont produire des fleurs. Au mois de juin, les petits fruits nordiques, comme je vous disais, donc on a l'érel vignida, bleuet, la chicoutée et d'autres petits fruits qui sont des ressources florales quand même intéressantes. Et les tourbières, encore une fois. Au mois de juillet, on a les coupes forestières. Donc, on cherchait, et il y en a quand même pas mal de coupes forestières. Dans les coupes forestières, on retrouve des espèces comme l'épilobe. Donc, moi, en tout cas, c'était mon dream, là, de trouver une coupe forestière ou un brûlis avec des champs d'épilobes, qui était vraiment un milieu d'intérêt pour tester, pour voir si on est capable de faire du miel d'épilobe. Et on retrouve beaucoup de framboises sauvages et aussi à mélange et cerisier. Au mois d'août, c'était plus les milieux agricoles extensifs, donc où on retrouvait la verge d'or, astère et eupatoire. Donc, tranquillement, on a monté des circuits régionaux de transhumance des ruchers. Puis, c'est ça. Pour nous, on a besoin de déplacer les ruches quand même assez souvent parce qu'on ne peut pas les laisser à un endroit où il y a une floraison, puis par la suite, il n'y a que la forêt, donc avec très peu de ressources florales. Donc, on a quand même réussi à produire du miel. Des quantités, c'est sûr, pas équivalentes à ce que vous réussissez à faire ici, mais quand même, on réussit à faire des miels. Puis, on a fait faire des analyses de pollen avec Mélissa Girard au début, puis maintenant avec Émile Gaumont. Et on a travaillé aussi avec Étienne Tardy, qui est apiculteur au Yukon. Donc, en gros, de manière générale, on dit qu'à 45 % et plus d'un pollen d'une espèce, on peut qualifier le miel de cette espèce-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on s'est rendu compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça, finalement. Donc, c'est sûr que de qualifier un miel d'une espèce, ça nous permet d'ajouter une valeur, de donner une valeur ajoutée au miel. Puis c'est important pour nous parce qu'on ne produit pas beaucoup de miel, donc le miel doit être en quelque part valorisé pour le vendre un peu plus cher. Puis c'est ça, dans le fond, comme je vous disais, les grains de pollen sont souvent, pour certaines espèces, sur ou sous représentés. Donc, on a essayé, en tout cas, on travaille fort présentement encore à essayer de
dans le fond, de rééquilibrer les choses pour voir vraiment c'est quoi, quel type quel type de nectar et de miel on réussit à avoir. Donc, là, je vais donner un exemple avec l'épilobe. L'épilobe, c'est un miel, un pollen qui est tout le temps sous-représenté à l'intérieur des miels. Donc, il faut qu'on multiplie beaucoup la valeur qu'on va retrouver pour arriver à quelque chose qui est réel là, au niveau du nectar à l'intérieur du miel qu'on a. Donc, on a essayé d'ajuster nos données pour voir si on était capable de faire du miel d'épilobe. Puis ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Entre autres, on voit ici l'abeille qui va butiner l'épilobe. Donc, c'est pas facile pour elle d'aller chercher les grains de pollen qui sont vraiment très loin là, sur le stigmate. Puis aussi, les étamines ne sont pas nécessairement prêtes à donner leur pollen. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile à aller chercher. Ça, c'est une raison, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi là, pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de grains de pollen qu'on retrouve dans les miels. Une autre raison, c'est que plus un grain de pollen est gros, plus lorsque l'abeille va ingérer le nectar, le grain de pollen va être éliminé avant qu'elle régurgite le nectar pour produire le miel. Et le grain de pollen de l'épilobe, il est très gros. Un autre exemple ici, c'est la facélie avec laquelle on travaille au niveau des engrais verts. Donc, quand on regardait l'abeille qui butinait, on voyait qu'elle allait chercher le nectar. Des fois, les anthères n'étaient pas mûrs, donc ce n'était pas possible pour elle d'aller chercher les grains de pollen. Puis, pour aller chercher les grains de pollen, on voit qu'elle est obligée de se suspendre comme ça. Puis, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, qu'elle va faire rarement pour aller chercher le pollen. Donc, on soupçonne que pour la facélie, mais c'est un pollen qui va être sous-représenté dans les miels. Différemment des espèces comme la sanguisorbe, par exemple, ou la verge d'or, où l'abeille va se déplacer, puis elle va juste être comme saupoudrée de pollen, puis par la suite, on voit souvent sur le corps les grains de pollen qui collent. Donc, par la suite, elle vient juste balayer puis ramasser les grains de pollen qu'elle va mettre en pelote sur ses pattes arrière. Donc, au niveau des résultats par rapport aux différents types de miel qu'on a retrouvés par rapport aux localisations des ruchers, donc, dans les tourbières, au mois de mai et juin, on réussissait à faire du miel de bleuet, on retrouvait du pollen de thé du Labrador, d'Amélanche, et on travaillait fort aussi pour voir si on est capable de faire quelque chose avec la chicoutée, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver des sites avec assez de chicoutée pour dire que l'abeille puisse produire du miel de chicoutée, disons. Mais on sait que ça se fait à l'extérieur, dans d'autres pays. Au niveau des coupes forestières, ce qu'on retrouvait comme miel, c'était du miel d'épilobe et de framboise mélangés. Dans les milieux agricoles extensifs, c'était du miel il y avait beaucoup de pollen de sanguisorbe, de l'amiacée, verge d'or, astère et eupatoire. Ça, c'était pour le mois de juillet et août. On sait que le saule et l'érable à épis sont des espèces importantes en début de saison pour fournir pollen et nectar. Et ce qu'on a observé aussi, c'est des miels étranges avec beaucoup de pollen d'aulne. Donc là, on s'est posé des questions. Je ne sais pas, Raphaël, si tu vois ça, toi, des miels d'aulne. Donc, c'est ça, on a envoyé des échantillons pour analyse. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos milieux, vu qu'il y a beaucoup de milieux forestiers avec des essences ligneuses, disons, c'est des miels, en tout cas, plusieurs de nos miels étaient du miel de miellat de puceron. Donc, on réussit à avoir du miel, disons, de miellat de puceron et non pas de nectar. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les pucerons vont sécréter dans le fond, pas des excréments, là, mais des surplus de, des surplus de sève. Puis ça, les abeilles peuvent aller chercher ça comme source pas de nectar, là, mais de sucre, de glucose pour sucrose de sucre en général, là, pour produire les miels. Donc, comme vous voyez, on déplace quand même beaucoup nos ruches. Donc, cette fois, on a décidé de monter un projet pour développer une remorque de transport des ruches. Et là, je suis bien contente de vous avoir parce que j'aimerais ça avoir des critiques positives et négatives. J'ai besoin des apiculteurs pour nous aider, dans le fond. Donc, gênez-vous pas par la suite, là, si vous voulez venir me voir pour me dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas encore fait. On a seulement dessiné des plans. Donc, si on peut ajuster les choses, tant mieux.
Donc, c'est une remorque qui est complètement fermée. Puis ça, c'est vraiment pour la recherche parce que ça coûte quand même assez cher à produire. C'est une remorque qui permet de contrôler les paramètres environnementaux. Puis avec ça, on veut faire des essais pour essayer de voir les meilleurs paramètres environnementaux pour l'abeille domestique. Donc, on contrôle les paramètres à l'année. Puis là, vous allez voir sur l'autre photo, dans le fond, c'est des tiroirs qu'on va tirer pour venir faire la régie apicole à l'intérieur des tiroirs. Mais je veux dire, les ruches vont être disponibles. C'est seulement une base qui va se tirer. Puis, c'est des locules grillagés. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à, dans le fond, contrôler l'humidité, la température à l'intérieur. Là, je ne peux pas revenir en arrière. En tout cas, de toute façon, il y a comme une plateforme qu'on tire sur le côté qui permet de monter ou de rester à terre en fonction de la hauteur des ruches. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi là, ou venir me parler pour que je vous explique ça plus longuement parce que ça risque de prendre un petit peu trop de temps. Donc ça, c'est pour fin d'expérimentation. Et ce travail-là, je le fais avec un ingénieur au cégep de Bécomo. On travaille ensemble avec les bons conseils de l'équipe du CRESAD toujours. Donc, le deuxième prototype, c'est quelque chose qui est vraiment pas cher, qui serait plus pour les apiculteurs. Donc, c'est au fond un dispositif. On vient de descendre les pattes le rouler, le monter pour pouvoir enlever la remorque. Donc, on peut utiliser différents types de modèles de remorques. Donc, ici, ça, c'est une remorque sans rebord, là. Donc, au fond, on tire le dispositif, on déploie les ruches. Ici, c'est 15 ruches, mais ça pourrait être plus de ruches que ça. Puis, on peut les placer à la hauteur qu'on veut par la suite, venir les récupérer puis les redéplacer. Donc, ça, c'est quand même un dispositif qui n'est pas très onéreux à produire. Là, dans le fond, ça tomberait sur la diversification des cultures. Mais je voulais vous parler d'un projet parce que pour nous, c'est important d'avoir des ressources florales, disons, pour avoir à déplacer le moins possible nos ruches quand même, parce que c'est pas très bon, les déplacements de ruches. Donc, depuis plusieurs années, on a tenté de diversifier nos cultures, entre autres les bleuetières ici, au Centre de recherche Les Buissons. On avait 9 bleuetières expérimentales d'environ 1 hectare. C'est des petites bleuetières. Puis, la moitié de ces bleuetières-là, on les a aménagées avec des bandes fleuries que vous voyez ici. Puis, dans le fond, c'était nos premiers essais d'engrais verts. Donc, les semis que vous voyez, c'est différents engrais verts, des herbacées de différentes espèces aussi, et des arbustes fruitiers qui produisent des fleurs d'intérêt pour les pollinisateurs. Donc, c'est ça. Sur les 9 bleuetières, il y en avait qui étaient aménagées et d'autres des bleuetières témoins pour pouvoir comparer. Ça, c'est les espèces qu'on a implantées. La floraison du bleuet en juin. Puis, c'est ça, on voit que les espèces implantées complémentent bien la floraison du bleuet. Et ce que ça a donné au niveau des pollinisateurs sauvages, parce qu'on n'avait pas introduit de ruches dans nos bleuetières, vu que c'est des bleuetières de petite dimension. Dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que l'abondance des abeilles sauvages avait doublé, et c'est principalement les bourdons qui étaient beaucoup plus abondants dans les bleuetières qui avaient été aménagées. Et ça l'a fait augmenter le taux de mise à fruit de 13 %, le taux de mise à fruit qui a passé de 27 % dans les témoins à 40 % dans les bleuetières aménagées, sans abeilles. On avait fait aussi des essais d'engrais verts, mais ça, c'était pas très rigoureux. Dans le fond, c'était comme pour voir ce que ça donnait au début. Puis, c'est Denis Lafrance qui nous avait conseillé différents engrais verts, dont la facélie et le trèfle. Puis, pour nous, on voulait que ce soit des engrais verts sur 2 ans. Donc, on a fait des bandes de facélie et des bandes de trèfle. Donc, la première année, c'était la facélie qui fournissait une ressource florifère pour les abeilles. Et la deuxième année, c'était le trèfle qui embarquait. Donc, ça, c'était un engrais vert qui fonctionnait très bien pour le nord. On fait toutes sortes d'essais d'engrais verts partout sur le territoire. Donc, ça, c'est un tableau comme ça. Puis, c'est ça, dans le fond, on envoie les semences dans les communautés, puis on leur demande de nous dire, 1, si ça pousse, parce que c'est pas si évident, là, très au nord comme ça, et 2, si ça pousse bien. Donc, on continue à faire ce suivi-là dans le temps. Ça, c'était vraiment le début. Puis par la suite, bien là, Mathilde est arrivée dans le décor.
Et c'est ça, Mathilde, ben, elle a fait une étude plus poussée là, avec Valérie Fournier à l'Université Laval sur les engrais verts et je vais la laisser prendre la relève. Fait que je suis pas juste ici pour faire un support émotionnel à Eve-Catherine. Là. On change comment? Ça ici. Donc, c'est ça, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un projet qui traite sur l'évaluation d'engrais verts pour favoriser les pollinisateurs dans le climat nordique de la Côte-Nord. Donc, on a essayé différentes espèces d'engrais verts, dont la facélie, la moutarde, sarrasin, vesvelu, caméline, trèfle, mélilo. Puis, comme Eve-Catherine le mentionnait un peu plus tôt, on visait vraiment à trouver des espèces d'engrais verts qui allaient fleurir au mois de juillet. Donc, c'est les 3 dans le petit carré noir là, qui ont fleuri au mois de juillet, puis sur lesquels on a pris nos observations pour l'été 2021. En 2022, on a refait les mêmes essais en intégrant un mélange de sarrasin facélie puis un mélange de moutarde facélie pour voir si les mélanges allaient être plus attractifs là, que les espèces en semi-pur. Donc, pour 2022, on a fait nos observations sur ces 5 espèces ou mélanges d'engrais verts. Donc, les objectifs du projet étaient d'identifier les espèces végétales d'intérêt pour la Côte-Nord, mais aussi celles qui allaient attirer le plus de pollinisateurs, d'identifier les insectes pollinisateurs qui étaient présents aux fleurs en fonction des espèces d'engrais verts implantées, puis finalement là, d'évaluer l'effet des traitements de fertilisation. Je vais en parler juste dans quelques diapositives. Donc, les hypothèses, c'était que les espèces qui avaient une longue période de floraison, puis qui avaient un recouvrement floral plus important, allaient attirer plus de pollinisateurs, puis que l'ajout de fertilisants n'aura pas d'impact important sur le recouvrement et sur l'attractivité des espèces auprès des pollinisateurs. Donc, le dispositif expérimental, c'est la photo qu'Eve-Catherine a montrée là, au début de la présentation. Donc, on avait les 7 espèces ou mélanges d'engrais verts qui étaient semés à la volée sur des parcelles de 3 mètres par 3 mètres. Puis, on a appliqué 3 traitements de fertilisants sur ces parcelles-là. Donc, on avait un traitement témoin où on n'ajoutait pas de fertilisants, un traitement où on allait ajouter du fumier de poule, puis un traitement où on ajoutait du compost. Donc, l'ajout de fertilisants, c'était pour voir si ça allait avoir un impact sur la phénologie de la plante, sur la floraison, mais aussi sur l'attractivité auprès des pollinisateurs. Puis, dans le fond, on a fait 3 répétitions là, de ce dispositif-là pour évaluer le recouvrement floral des engrais verts. Donc, on prenait visuellement la superficie en fleurs des engrais verts de façon hebdomadaire. Puis, on regardait également sur une période de 5 minutes le nombre de pollinisateurs qui allaient visiter les fleurs. Puis, on les classait en différents groupes. Là. Donc, on avait les abeilles, les guêpes, les mouches, les cirphes, andrènes, mégachilles, halictes. Donc, pour voir si la diversité changeait en fonction des engrais verts implantés également. Donc, c'est ça, il ne reste pas beaucoup de temps, fait que je vais passer quand même rapidement. Les résultats que je vous présente sont encore préliminaires parce que les analyses statistiques ne sont pas totalement terminées. Donc, ce qu'on cherchait à voir, c'est si l'effet des traitements de fertilisation allait avoir un impact sur le recouvrement floral, puis sur le taux de visite des pollinisateurs. Puis, pareil pour les espèces d'engrais verts. Donc, on voulait voir quelles espèces d'engrais verts allaient être les plus performants, autant au niveau de la phénologie sur la Côte-Nord qu'au niveau de l'attractivité des pollinisateurs. Les semis ont tous été faits durant les 2 années au début du mois de juin. La moutarde a été l'espèce là, qui a eu une croissance la plus rapide. Elle a commencé à fleurir autour du 13 juillet. Le sarrasin a suivi 1 semaine plus tard, puis la facélie 1 semaine après aussi. La moutarde a fleuri pendant 3 à 4 semaines. Le sarrasin a fleuri pendant 5 semaines. Puis la facélie, c'est celle qui a fleuri le plus longtemps. Donc, elle a eu une période de floraison de 6 à 7 semaines. Donc, la facélie, la floraison s'étendait vraiment jusqu'au mois de septembre, tandis que la moutarde était vraiment plus courte. Donc, si on regarde au niveau du recouvrement floral, ce qui en ressort, c'est que l'ajout de fertilisants ne va pas permettre d'avoir un recouvrement floral supérieur aux parcelles témoins. Donc, le fertilisant n'apporte pas quelque chose de supplémentaire là, aux parcelles témoins. Puis, la facélie va avoir un recouvrement plus élevé, là, significativement plus élevé que la moutarde et le sarrasin. Donc, ça, c'était pour 2021.
J'ai traité les 2 années séparément parce qu'en 2022, il y a une interaction entre l'effet du traitement de fertilisant puis un effet de l'engrais vert. Donc ça va être à regarder un petit peu plus dans les prochaines semaines. Puis, pour ce qui est du taux de visite des pollinisateurs, on remarque encore une fois qu'il n'y a pas d'effet significatif des traitements de fertilisation. Donc, les traitements témoins vont être aussi attractifs que les traitements avec ajout de compost ou ajout de fertilisant. Puis, pour ce qui est du nombre de pollinisateurs présents aux fleurs, on n'a pas encore les données. Mais c'est toutes des choses qu'on va analyser durant l'hiver, puis qu'on va être capable d'avoir une meilleure idée là, dans les prochains mois. Puis, donc là, on a fait 2 étés terrain en prenant ces données-là. L'été prochain, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer des dates de semis différentes pour voir si des semis plus tôt, des semis plus tard vont avoir des effets sur la date de floraison, puis sur la période de floraison également. On veut quantifier la sécrétion de nectar en fonction des espèces qui vont être implantées aussi pour voir lesquelles sécrètent le plus de nectar, puis c'est quoi aussi les paramètres qui vont influencer cette production de nectar-là chez les espèces d'engrais verts qu'on a sélectionnées. Puis, on va continuer de faire l'identification des pollens aux ruches pour voir quel type de plantes l'abeille domestique va butiner en saison. Donc ça met fin à mon projet de maîtrise. On va prendre quelques secondes pour vous parler de l'osmia tersula. Eve-Catherine en a parlé un petit peu tantôt. Je l'ai forcé. C'est ça. Donc, c'est un pollinisateur avec lequel le CETFOP travaille depuis plusieurs années. Là. C'est une petite abeille qui est indigène à la forêt boréale, puis qu'on retrouve de façon naturelle en lisière des forêts puis des bleuetières. Donc, Eve-Catherine, depuis plusieurs années, est en train de développer des techniques d'élevage et de pollinisation, autant dans les petits fruits que là... possiblement dans les serres. Là, dans pas juste moi. mais Eve-Catherine puis d'autres collègues. Donc, c'est ça. Je vais passer tout de suite à la dernière. Le CETFOP développe des nichoirs pour favoriser la nidification de ces osmies-là en lisière des bleuetières et de la forêt. Puis, on fait des essais sur différents matériaux, là, dont le silicone bleu, des nichoirs en bois, comme on voyait sur la diapositive précédente, des boîtes, des abris pliables en plastique alimentaire ou du plastique qu'on trouverait en magasins normaux. Là. Donc, c'est plein d'essais qu'on fait pour voir lesquels sont les mieux appropriés pour nous quand on essaie de venir récolter les cocons, mais aussi lesquels sont les plus attractifs pour la nidification de l'osmia tersula. Donc, ça ici, c'est la dernière. Le protocole d'élevage a été publié sur AgriRéseau. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez aller le consulter sur AgriRéseau ou vous pouvez contacter moi ou Eve-Catherine là, sans problème. Donc, voilà. Merci.